Salut à tous, c'est Mandibuata. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série sur les vertébrés, qui sera sur les premiers tétrapodes. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et allez je balance l'intro. Nous nous sommes laissés dans le dernier épisode avec le tétrapodomorphe Kenictis, qui a vécu il y a environ 395 millions d'années au Dévonien et qui est l'avant-garde de la transition des sarcoptérygiens vers les tétrapodes. C'était un petit tétrapodomorphe avec un crâne qui mesurait 2 cm. Il vivait dans ce qu'est actuellement la Chine. Kenictis est une espèce importante pour l'étude de l'évolution des tétrapodes en raison de ses narines, dont la structure est plus proche de celle des tétrapodes que celle des autres poissons. Ses descendants sont plusieurs familles de poissons qui vivaient dans l'océan, les estuaires saumâtres, etc., comme Eusthenopteron, un tétrapodomorphe ichtyen, qui ressemble plus à un poisson qu'à un tétrapode donc, et qui a vécu il y a 385 millions d'années. Mais une famille, les Elpistostégaliens, se sont adaptés à la vie dans les eaux peu profondes. Ils ont développé des corps plats pour se déplacer dans les eaux peu profondes. Les nageoires pectorales et pelviennes se sont renforcées pour remplacer la nageoire caudale comme moyen de déplacement principal. Ils utilisent de plus en plus les poumons comme moyen respiratoire principal, dû au manque d'oxygène dans les eaux peu profondes. Par exemple, un des plus connus, Tiktaalik, une forme de transition entre les tétrapodomorphes et les tétrapodes. Tiktaalik était un gros poisson. Les plus grands fossiles mesuraient jusqu'à 2,75 cm de long, et il avait vécu il y a 375 millions d'années au Dévonien. Tiktaalik avait un crâne plat en forme triangulaire qui ne ressemble pas au crâne des autres poissons, mais plutôt à celui d'un crocodile. Sur son crâne, il y avait 2 encoches qui lui servaient à respirer, en sortant juste l'extrémité de sa tête hors de l'eau. Il manquait également de plaques osseuses qui restreignent les mouvements de la tête dans la zone des branchies, ce qui fait de Tiktaalik le premier poisson à posséder un cou amovible, ce qui donne plus de liberté pour chasser sur la terre ou au fond de l'eau. Les nageoires de Tiktaalik sont constituées d'une structure qui est l'ancêtre des pattes actuelles, entourée de rayons osseux appelés lépidotriches, qui composent les nageoires des poissons osseux en général. Les nageoires pectorales avaient développé une articulation du poignet qui servait probablement à Tiktaalik à s'ancrer au fond de l'eau quand le courant était trop fort, ou à se hisser sur la terre ferme quand il doit s'y rendre. Tiktaalik n'avait pas de nageoire dorsale comme tous les Elpistostégaliens et tétrapodes. La forme de sa nageoire caudale, donc sa queue, n'est pas connue car elle n'a pas été conservée sous le fossile. Au Dévonien moyen, les Elpistostégaliens donnent naissance aux premiers tétrapodes. Les premiers tétrapodes vivaient dans des environnements côtiers et peu profonds, ou des environnements d'eau douce et marécageux, et donc même si ils étaient toujours marins ou d'eau douce, ils étaient forcés à se déplacer sur terre ferme lors des marées basses ou des sécheresses. Par exemple, Acanthostega, un des premiers tétrapodes, qui vivait il y a 365 millions d'années, mesurait environ 60 cm. Il est maintenant doté de pattes qui portaient 8 doigts, et cette fois-ci, elle n'avait pas de l'épi d'Autriche. Mais ces pattes n'étaient toujours pas adaptées à la marche sur terre et étaient en plus adaptées pour nager et s'appuyer au fond de l'eau. Acanthostega vivait dans les marais peu profonds, ses pattes n'ont pas évolué pour marcher sur la terre ferme, mais pour nager dans les eaux peu profondes. Par contre, après le Dévonien, au Carbonifère inférieur, donc il y a à peu près 350 millions d'années, on trouve très peu de fossiles de tétrapodes, mais on retrouve quand même le fossile d'un des premiers tétrapodes adaptés à la vie sur Terre. Péderpès. Péderpès est un genre de tétrapode qui a vécu du coup dans le Carbonifère inférieur. Il y a 348 millions d'années, il mesurait environ 1 mètre de long. L'anatomie de ses pattes indique bien qu'il était adapté à la vie terrestre, mais s'il passait probablement encore une grande partie de son temps dans l'eau. Les tétrapodes se sont ensuite divisés en 2 groupes, les reptiliomorphes et les temnospondyles. Les reptiliomorphes sont les ancêtres des amniotes actuels, donc les tétrapodes qui pondent des œufs sur la Terre même si les paléontologues sont pas entièrement sûrs. Les temnospondyles sont les ancêtres des amphibiens actuels ou les lysamphibiens. Les temnospondyles sont un ordre de tétrapodes très diversifiés. Ils sont apparus au Carbonifère il y a environ 300 millions d'années et ont prospéré jusqu'au Trias où ils ont commencé à peu se raréfier, puis lentement à s'éteindre. Ils vivaient dans tout type d'environnement semi-aquatique, les marécages, les plages, etc. La plupart avaient des tailles comparables aux salamandres actuelles, et certains pouvaient même atteindre des tailles similaires à celles des crocodiles actuels. Leur crâne était plat et avait les orbites des yeux situées sur le dessus du crâne. Une partie des temnospondyles dérivera au Trias il y a environ 200 millions d'années pour donner naissance aux amphibiens actuels, tandis que le reste des temnospondyles s'éteindra après le Trias. Les lysamphibiens se diviseront ensuite en 3 ordres. L'ordre des urodèles, les salamandres, les tritons, etc.
l'ordre des anours, l'ordre des grenouilles des crapauds, et l'ordre des cécilies. Les reptiliomorphes, eux, étaient une variété de groupes proches des premiers reptiles, comme par exemple le groupe des diadectomorphes, un groupe de tétrapodes qui a vécu à la fin du Carbonifère et le début du Permien. Ce sont les membres des tétrapodes les plus proches des amniotes. Il y a 340 millions d'années dans les forêts du Carbonifère apparut le tout premier amniote, Casinaria, un petit animal d'environ 15 cm qui était très spécial. En effet, c'était le premier animal de la ligne des tétrapodes à utiliser un œuf avec une coquille, et donc à pouvoir avoir un mode de vie 100% terrestre. Mais on n'est pas totalement sûr qu'il était 100% amniote, donc ce sera peut-être sujet à changement dans le futur. Les amniotes finissent par se diviser à leur tour, avec d'un côté la classe des synapsides, qui sont en gros les mammifères et leurs ancêtres, et les sauropsides, qui sont en gros la lignée des lézards, des tortues, des oiseaux, des dinosaures, etc. On va commencer avec les sauropsides, puis on va couvrir les synapsides dans le prochain épisode. Un des premiers sauropsides était Ilonomus, un petit reptile insectivore de 20 cm qui avait vécu au Carbonifère supérieur, donc il y a environ 320 millions d'années. La lignée se divisait ensuite encore en deux groupes, les diapsides qui ont deux fosses temporales sur leur crâne, et qui sont les reptiles actuels, et les anapsides qui n'en ont qu'une et qui sont actuellement représentés par les tortues. Même si certaines espèces ont perdu leur fosse temporale au cours de l'évolution comme certains lézards et serpents. Les diapsides vont eux-mêmes se diviser en trois branches. La première qui donnera naissance aux grands reptiles marins du Mésozoïque, les ichthyosaures et les plésiosaures, des reptiles marins parfaitement adaptés à leur environnement et qui ont même développé des nageoires pour nager dans leur environnement. Mais bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. La deuxième branche est celle des lépidosaures, qui sont les lézards actuels ou leurs parents proches. Les lépidosaures comportent deux ordres de reptiles, les rhacocéphales qui malheureusement comportent plus qu'une seule espèce dans le groupe à l'heure actuelle, le sphénodon qui vit en Nouvelle-Zélande, un reptile de 50 cm avec une étrange particularité, car il possède littéralement un troisième œil. Après c'est pas totalement un vrai œil, mais ça reste un organe sensible à la lumière. La lignée du sphénodon était florissante il y a 200 millions d'années au Jurassique, mais au fil des millions d'années, elle s'est mise petit à petit à décliner. En gros, les rhacocéphales, c'est un peu comme le clan Uchiwa, il n'y a qu'un seul survivant à la fin. Mais bon, c'est même pas sûr qu'il survive, car malgré sa longévité incroyable, qui peut atteindre jusqu'à 100 ans, car malheureusement, le sphénodon est en voie de disparition à cause de la destruction de son environnement et de l'introduction du rat dans son environnement. Et le deuxième ordre de lépidosaures est celui des squamates, les lézards et les serpents. Le premier squamate est apparu au Trias supérieur il y a environ 245 millions d'années et se nommait Megachirella wachterli, qui mesurait environ 15 cm de long. Il donna naissance aux lézards et aux serpents modernes, ainsi que très surprenamment à l'un des plus grands reptiles marins en ayant jamais existé, le grand et le puissant mosasaure, pendant le Crétacé supérieur, il y a environ 80 millions d'années, un cousin très proche de la lignée des varans, qui mesurait environ 15 mètres de long, ce qui est absolument énorme. Il chassait absolument tout dans l'océan, que ce soit des poissons osseux, des requins, des tortues marines et même d'autres reptiles marins. Le mosasaure était très probablement vivipare et ne dépendait pas de la terre ferme pour se reproduire. Il vivait aussi bien dans les eaux profondes que sur les côtes, mais malheureusement l'extinction Crétacé-Paléogène scella son sort il y a 66 millions d'années et il disparut sans laisser de traces. Les squamates modernes sont un ordre qui compte à peu près 5000 espèces réparties dans 60 familles. Les familles des geckos et des sinques modernes sont apparues au Jurassique moyen, là où la plupart des familles de squamates ont commencé à apparaître. Les squamates comme les iguanes et les varans, eux, sont apparus au Crétacé. Les serpents aussi, qui ont évolué à partir de lézards fouisseurs, sont apparus il y a 112 millions d'années au Crétacé. Certains squamates actuels, plus précisément des serpents, sont capables de parthénogenèse, c'est-à-dire la capacité de se reproduire sans la semence d'un autre partenaire. Les espèces capables d'une telle prouesse sont par exemple le serpent à tête de cuivre, le mocassin d'eau et le boa arc-en-ciel colombien. L'apparition du venin chez les squamates remonte jusqu'au Trias supérieur où un des ancêtres communs des squamates venimeux, donc les varans, certains iguanes et les serpents, est apparu. Les premiers venins ont dû dériver de mutations dans les gènes responsables de la création des protéines salivaires. Bon, maintenant passons au troisième embranchement de la lignée des diapsides, les archosaures, le groupe des crocodiles, ptérosaures et autres dinosaures. Mais bon, cela j'y réserve pour le prochain épisode. En fait, cette série continuera avec 2 épisodes, un qui sera sur l'évolution des synapsides et le prochain sur l'évolution des archosaures. Bon, c'était Mandibuata et je vous laisse pour une prochaine vidéo.